Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre encore une fois le rendez-vous de décryptage de l'actualité sur la télévision nationale. Club Média 7 reçoit pour vous ce dimanche Marcel Zoumenou, rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir aux auditeurs de la télévision nationale. Les téléspectateurs, vous voulez dire? Autant pour moi, les téléspectateurs de la télévision nationale. La Nouvelle Tribune, de retour dans les kiosques. Bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Après 4 ans d'absence, il fallait qu'on revienne. Il fallait que Nouvelle Tribune reprenne sa place dans l'échiquier médiatique béninois. Et ce qu'on a commencé depuis environ 1 an, avec les hauts et les bas. Mais je pense que nous allons maintenir le flambeau. Le deuxième invité de ce soir, c'est bel et bien Gabin Goubéi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubéi, bonsoir. Oui, bonsoir Lénaïque, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le groupe de presse Le Matinal célèbre ses 25 années d'existence cette année. Oui, c'est bien cela. Et déjà vendredi 5 août dernier, nous avons organisé une conférence de presse pour lancer les hostilités. Il y a tout un programme qui est concocté pour agrémenter cette fête-là, pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Donc les hommes de médias étaient dans la place. Ça a été déjà annoncé. C'est l'occasion pour nous en décembre prochain de célébrer les annonceurs, tous ceux qui ont soutenu le journal durant tout ce temps, parce que sans eux, le journal n'aurait pas pu traverser toutes les périphéties. Donc les noces, le jubilé d'argent sera un événement important dans la vie de ce journal-là, que nous entendons repositionner dans l'arène médiatique béninoise. Joyeux anniversaire donc, par anticipation. Merci, et j'espère que vous serez de la partie. Normalement. Alors, première rubrique de cette émission, c'est la revue de presse hebdomadaire que nous propose Marcel Arrossi. Cette fois-ci, les dés sont jetés, les nuages s'éclipsent peu à peu et plus personne n'est sûr d'échapper à son destin. Ce destin peut être celui d'un prisonnier, d'un condamné ou encore d'un innocent dans le dossier dit de bradage de réserve administrative à Abomey. Selon le potentiel, de toutes les façons, la ville d'Abomey est sous tension depuis que la justice a déclenché une procédure régulière contre les auteurs, co-auteurs, complices et bénéficiaires du crime foncier. Patrimoine de la mairie d'Abomey, ces réserves administratives auraient été morcelées puis attribuées à titre onéreux dans le lotissement de Dimin Sud à des élus communaux, des cadres techniques de la mairie et autres particuliers, signe le journal. Mise ensemble, annoncée entre le PRD et l'Union progressiste, le 20 août pour créer le nouveau parti. C'est une affirmation claire du quotidien Le Matinal. De sources bien informées, le parti sera porté sur les fonds baptismaux le samedi 20 août 2022, pourrait-on lire dans sa parution de ce vendredi. En prélude à la création de ce parti, fruit de l'accord intervenu le samedi 6 août 2022 entre la direction exécutive nationale du PRD et le présidium de l'Union progressiste, les militants du parti présidé par Maître Adrien Mbedji se retrouvent dans le cadre d'un congrès extraordinaire au cours duquel seront entérinées les décisions et recommandations issues de la rencontre du 6 août dernier, poursuit le journal, qui fait remarquer tout de même l'indifférence apparente des leaders de l'Union progressiste qui, selon Le Matinal, n'est pas du tout un bon présage pour la suite des événements. Positionnement pour les législatives de 2023, ça carbure dans les partis politiques. La pression est totale. Raison fondamentale, selon la presse du jour, les partis politiques sont confrontés à plusieurs situations dans certaines circonscriptions électorales, surtout avec l'obligation d'avoir la candidature d'au moins une femme par circonscription électorale. Les calculs et la manière de sélectionner les candidats ont changé. D'ores et déjà, on a le sentiment que des surprises attendent des têtes de pont qui ont le monopole dans certaines localités. Mais dans tous les cas, tout mauvais casting sera payé cash, conclut la presse du jour. Consolidation des grands blocs politiques au Bénin, l'avenir s'assombrit pour les micro-partis. Entre disparaître complètement et fusionner, un choix s'impose, affirme Fraternité. Ils sont une bonne dizaine. Ils se nomment, je cite, Restaurer l'espoir, DUD, GSR, PER, RLC, FCDB, MPL, Moël Bénin, LNA. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. La Nation. Sur les ruines du Coteb, une nouvelle usine textile à Parakou. Matin libre, les démocrates
RE, FCBE, FCDB, MPL, RLC, mariage impossible, point d'exclamation. La Nouvelle Tribune, production du coton, le Bénin sur le toit de l'Afrique. L'Indépendant, Patrice Talon annoncé aux Pays-Bas pour une visite de travail. La Nation, femmes en politique au Bénin, la longue marche vers l'oasis, libération législative 2023, l'opposition va-t-elle se laisser ridiculiser? Point d'interrogation. Dabarou, fusion UP-PRD et exigence de la sauvegarde de l'identité du parti de l'Arc-en-Ciel. Mbedi veut aller au paradis, mais refuse de mourir. Gaskiani Info, législative 2023, positionnement sur les listes électorales, la première bataille sans pitié. Fraternité à l'ère du renouveau démocratique, après le PRD, l'éclipse d'une génération politique. C'était donc à l'instant l'actualité de la semaine vue, traitée et relayée par les journaux. Place maintenant à 7 jours au Bénin. Marcel Zoumenou, l'Union progressiste convole bientôt en juste noces avec le Parti du renouveau démocratique. C'est la principale information de la semaine. En quoi ce mariage politique est-il opportun? D'abord, c'est aux deux partis de dire quelle est l'opportunité pour eux de se mettre ensemble. Et nous, de notre position de journaliste, ne pourrons que analyser les actes que posent les hommes politiques. Et le premier niveau d'analyse, c'est sur le parti du renouveau démocratique. Et moi, je me pose une question. Et pourquoi refuser, pourquoi accepter aujourd'hui ce que le parti a refusé il y a 4 ans. Je me rappelle très bien que en 2018, au moment où la réforme du système partisan était engagée, et il était annoncé que le PRD se retrouve avec ce qui est devenu, après le bloc républicain, se mettre ensemble pour créer un bloc. Au finish, le parti s'est fendu d'un communiqué un jour pour nous dire qu'en réalité, s'il n'a pas pu se mettre ensemble, c'est parce qu'il était un peu jaloux d'abord de son logo et de son nom. Et donc, il ne pouvait pas se mettre ensemble avec une union au prix de la première marque identitaire du parti qui est le logo. Et puis, 4 ans après, je vois le PRD accepter cette fois-ci de se fondre avec un parti, mais en rappelant toujours les exigences qu'il avait mis sur la table il y a 4 ans pour refuser d'entrer dans le bloc. Alors, l'image qui me vient tout simple en tête, c'est l'image d'une jeune fille qui a 20 ans, refuse ou bien met assez trop d'exigences sur la table, et à 25 ans peut-être ayant fait elle-même ses expériences, constate que ces mêmes exigences ne peuvent pas prévaloir pour faire une alliance. Et donc, en tout cas, le PRD va disparaître. C'est l'élément le plus important pour les Béninois et pour les militants de ce parti. Ça n'existera plus en tant qu'entité politique autonome. C'est très important. Deuxième chose, c'est que quand on regarde aujourd'hui le débat, puisque ce débat a encore réapparu aujourd'hui, le président ou bien les leaders de ce parti, très jaloux un peu de leur logo et du nom. Et moi je me dis, c'est à la limite un faux débat parce que les gens avec qui le PRD veut convoler aujourd'hui en os, qui sont les gens de l'UP, peuvent accepter aujourd'hui qu'on puisse même prendre le logo du PRD comme le logo de cette formation qui va naître. Mais dans 1 an, 2 ans, un congrès du parti peut décider de changer de logo et peut-être que Maître Adrien Mbedi ou bien tous ceux qui aujourd'hui constituent le noyau dur peuvent ne plus être là pour empêcher cette décision. Donc je crois que quand vous décidez d'entrer dans une union, ces genres de considérations, ces genres d'exigences que je trouve un peu tatillons doivent exister. Ce qu'on retient, c'est que le PRD a accepté une chose. Qu'est-ce qui explique cela? C'est qu'en réalité, si vous regardez très bien, le parti a été tout récemment à une élection, les communales de 2000. On va y revenir. Il n'a pas pu
avoir maintenu le siège parce que ce parti n'a pas eu les 10% du suffrage. Damien Goubi, vous êtes apparemment dans le secret des dieux. Le quotidien dont vous êtes le rédacteur en chef a annoncé la date de création du nouveau parti en gestation. Ce serait le fin août prochain. Oui, absolument, c'est les instances du parti qui nous ont passé l'information et ce n'est pas une fausse information quand même. Je pense que les choses ont beaucoup évolué au niveau des tractations, mais avant d'y revenir, je pense que j'épouse presque entièrement le développement fait par le co-débatteur. Sans vous suivez un peu la philosophie du parti, ça cause déjà un problème. À cause d'un problème, un parti qui a souhaité faire la remontada, qui l'a clamé à presque toutes ses assises, qui restait presque convaincu de sa capacité à réaliser cette remontada-là. Mais après a commencé à faire douter compte tenu des différentes postures affichées sur l'échiquier politique qui aujourd'hui est en train de bomber presque le torse parce que c'est l'UP qui a fait le premier pas. L'UP a allé cotiser le PRD. Le PRD a un regain d'orgueil sur ce plan-là. Dans tous les cas, on attend de voir ce que ça va donner. Moi, cette union me pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que, voilà, une formation politique, l'Union progressiste, qui a été portée sur les fonds baptismaux à la faveur de la réforme du système partisan en décembre 2018, si j'ai bonne mémoire, cette formation politique-là qui déjà veut nouer une forme d'alliance, seulement 4 ans d'expérience, seulement 4 ans après, ça cause un problème d'idéologie parce que est-ce qu'on est assez mieux, est-ce qu'on a totalement éprouvé ou expérimenté? C'est l'un des plus grands blocs politiques actuellement. Bien sûr, maintenant, voilà, c'est comme l'autre dit, vous êtes déjà assez fort, mais vous cherchez encore peut-être à renforcer votre ancrage national, votre hégémonie sur l'échiquier, mais en allant... C'est l'idéal de tout parti politique. En allant déjà à un congrès ou en acceptant presque toutes les exigences de cette jeune fille, je vais parler du PRD que vous cotisez, c'est comme si ce parti se ramène totalement à terre, parce qu'aujourd'hui, c'est le PRD qui tire en quelque sorte le plus gros parti de cette alliance, parce que moi, c'est le deuxième problème, justement. Quelle forme juridique prend, justement, cette forme de mise ensemble? Moi, je trouve qu'on évite juste le mot alliance qui est interdit dans la charte, dans la nouvelle charte des partis politiques pour avancer le thème. Qui vous souviennent que l'UDBN a fait une sorte d'alliance en novembre dernier avec le BR, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la preuve que l'UDBN est allé au ministère de l'Intérieur déclarer la dissolution de sa formation politique. Et donc, ça cause un certain problème. Et comme Marcel a dit, on peut prétendre que c'est une alliance de circonstances et qu'après les exigences, après dans le cours, n'est-ce pas, de l'actualité et autres, en évoluant, ça pourrait changer, que peut-être pour faire plaisir au PRD, on va accepter ces exigences. Les deux formations politiques se réclament de la mouvance présidentielle. Oui, mais si se réclament de la... Pourquoi on hésite à faire la fusion? Et on tient à la question du logo ou à la question de l'identité, tout comme si ça doit prévaloir sur l'idéologie même de la formation politique. Pour moi, c'est des détails. Pour moi, c'est des détails. Si seulement le logo ou l'identité pourrait permettre de gagner des élections, eh bien, le PRD a été éprouvé déjà en 2017. Je voyais le confrère embrayer cette piste-là, mais vous ne l'avez pas laissé aller au bout de tes idées. Le PRD n'a pas pu aujourd'hui obtenir 10%. Et aujourd'hui, souvenez, le PRD n'a pas d'élus. En dehors des élus locaux qui sont encore en place depuis les élections 2015, le PRD n'a pas d'élus communaux, le PRD n'a pas de députés à l'Assemblée nationale. Et dans ces conditions, il est carrément difficile de réaliser le rêve de la remontada. Donc je trouve plutôt que le PRD a juste saisi l'opportunité, l'occasion qu'il lui a offerte pour se repositionner sur la scène. Et avec le plus grand parti politique, le PRD aura l'occasion de placer les siens déjà, qu'il exige que les fiefs dans lesquels le parti a un ancrage ou son électorat, qu'il y ait du favoritisme dans les positionnements. Donc déjà, c'est une jeune fille qui vient, qui demande beaucoup parce qu'elle s'est vue confortée dans sa position, puisque c'est l'homme de l'Union progressiste qui allait lui faire la cour.
Marcel Zoumenou, on en vient maintenant. La phagocytose politique du PRD est en téléchargement. Le parti serait-il victime des lois votées à l'Assemblée nationale, alors même que c'était son président qui était au perchoir au Parlement? Oui, je crois que c'est ça, et c'est ça que je disais tout à l'heure. Et je dis que, en fait, il y a 2 ou 3 conditions de la loi qui doivent embêter le président Mbédi. Je crois que s'il a accepté cette fois-ci d'aller se fondre dans cette union, c'est qui refuse justement. Oui, j'en viens. C'est sûrement à cause de ça. Il y a cette disposition qui dit que pour aspirer aux batailles de siège, il faut avoir 10% du suffrage national. Et c'est pas évident que le PRD l'ait. Je crois que Mbédi a été peut-être réaliste en acceptant cette fois-ci d'aller dans une alliance pour essayer de trouver quelques positionnements pour ces éléments. Deuxième chose, c'est que la loi dit quelque part que si vous ne participez pas à 2 élections législatives consécutives, on vous bannit de la liste des partis. Et donc, ces 2 éléments amènent le président Mbédi a été réaliste en disant, bon, j'accepte ce que je n'ai pas accepté il y a 4 ans, j'accepte de mes fonds, mais je vais un peu, comme un syndicaliste, mettre un peu mes revendications sur la table. Oui, le logo, il faut que le logo du PRD transparaisse, il faut aussi que le nom du parti transparaisse, ce que j'appelais tout à l'heure un vrai faux débat, parce qu'en réalité, tout le monde peut accepter aujourd'hui au PRD que son logo soit le logo de l'Union progressiste, et un congrès dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans peut revenir pour encore changer de logo au parti. Et donc, mais en ce moment, ils seront déjà fondus. Mais pour nuancer un peu ce que Gabin a dit, à la différence de ce qui s'est passé entre l'UDBN et le BR, je crois que cette fois-ci, pour ce que j'ai suivi, c'est que les 2 partis veulent aller dans un congrès pour se fondre ensemble pour créer un parti. Et là, le danger, c'est que le PRD n'existera plus en tant que... Parce que je suppose, hein, s'ils font un congrès, ils créent un parti, et ils vont refaire les mêmes, je suppose, si on doit rester dans le formalisme juridique, ils doivent aller au ministère de l'Intérieur pour déployer les dossiers, pour avoir un nouveau récépissé pour le nouveau parti. Et là, si vous le faites, l'UP n'existera plus en tant que parti et le PRD aussi n'existera pas en tant que parti. Les 2 noms peuvent toujours transparaître dans la nouvelle dénomination du parti. Oui, je suis d'accord, mais les entités en tant que n'existeront plus. Et là, ça m'amène à me poser une question. Est-ce qu'ils pourront faire tout ça là, dans la période, et déposer leur dossier? Parce qu'il y a une urgence à vite faire s'ils doivent aller au ministère pour avoir un nouveau récépissé et aller déposer les dossiers. Et deuxième chose, et c'est là que je dirais que Mbédi s'est fait berner, c'est que ce qu'il a toujours... Vous employez un mot fort. Oui, il n'y a pas un autre mot, parce que c'est qu'en réalité, le PRD n'existera plus, après 30 ans, n'existera plus en tant que parti. Et voilà. Kamel Goubi, les confrères même se perdent dans les terminologies, alliance, mise en commun, fusion. Il s'agit bel et bien de la création d'un nouveau parti. Exactement, moi, ne voilons pas les choses. J'ai dit tout à l'heure que c'est pour contourner le terme alliance qui est interdit, qui n'est plus possible, envisageable dans le cadre de la charte, de la nouvelle charte des partis politiques et du code électoral, que justement on emploie cette terminologie-là. Il n'y a même pas un acteur politique qui soit capable aujourd'hui de clarifier, n'est-ce pas, ces concepts-là. Ça embête beaucoup. Et revenons un peu à la question du code. Vous l'avez dit, le PRD s'est trouvé embêté dans l'application. Le PRD a été éprouvé dans la mise en œuvre du code électoral. Qui vous souviennent que lors du dialogue politique initié en 2019, en octobre 2019, le PRD fait partie de ces formations politiques qui ont défendu la thèse que les 10% ne soient pas retenus à l'échelle nationale. Et ils voulaient plutôt que ce soit ramené à l'échelle des circonscriptions électorales. Donc vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas qu'on perde cet aspect-là de vue. Donc le parti voyait déjà loin qu'il était matériellement impossible lors d'une élection de réunir 10% au plan national. Donc cette revendication est semblée revenir la dernière fois quand le médiateur de la République... Pour ne pas t'arrêter, voilà, oui. Ils ont demandé 5% au lieu de 10%. Voilà, ils ont ramené ça, la moyenne encore à la baisse. Donc ce n'est pas en fait la question d'idéologie qui compte, c'est la question de l'ancrage du parti. Et si... objectivement, le parti se retrouve incapable de réunir 10% au plan national. Bon, supposons que ce parti-là n'est pas prêt à adhérer à la réforme du système partisan.
Et j'ai lu tout à l'heure à travers la revue de presse que le confrère a fait, il y a ces micro-partis-là. Moi, il ne sait même pas pourquoi on crée des partis au Bénin. Et cela amène à se poser réellement la question si les gens ont intégré l'esprit de la réforme du système partisan. Aujourd'hui, c'est heureux que le PRD ait pu finalement s'assagir, ait pu avoir plus de lucidité pour pouvoir intégrer l'esprit de la réforme. Sans quoi, vous aurez beau être la plus ancienne information politique, le premier parti de l'aide du renouveau démocratique, mais il ne sert à rien de chaque fois aller faire de la figuration aux élections. Au moins, ça permettra aux militants du PRD de sortir un tant soit peu du chômage politique, parce que le PRD, non, il faut le dire, c'est le chômage politique, parce que n'eût été l'obstacle de la règle des 10% que le PRD n'a pas pu réglé à l'issue des législatives du 17 mai 2020, le PRD aurait aujourd'hui eu la mairie de Semempodi, la mairie de Porto-Novo et la mairie d'Adiara, où le parti est sorti majoritaire à l'issue de ces élections-là. Donc, c'est un obstacle majeur. Le PRD est conscient de cela. Donc, aujourd'hui, le PRD se trouve presque réconforté et par ce pas que l'UP a fait à son endroit. C'est pourquoi il bombe le torse de haute mesure. Bon, c'est tant mieux pour l'avenir du parti qui pratiquement jouait sa survie lors de prochaines élections législatives. Politique toujours, on va évoquer à présent... Deux mots, et je voulais dire un mot sur l'ancrage, 30 secondes, sur l'ancrage. Alors, j'ai l'impression que l'ancrage politique du parti qui va être créé, c'est un ancrage sudiste. Et ça me rappelle l'Union fait la nation, parce que le PRD a toujours eu ses députés dans les 15e, 19e, 20e. Et donc, je crains que les critiques qu'on avait contre l'Union fait la nation reviennent sur cette nouvelle formation politique. Et sur l'idéologie, très rapidement, moi, je dis que c'est un panier à crabe parce que l'UP a toujours revendiqué être un parti de la gauche. Et on me dit, le PRD a toujours revendiqué être un parti de la droite. Et je me pose assez de questions. Voilà, je me demande réellement pourquoi ils se mettent ensemble, parce qu'idéologiquement, ils ne sont pas... En politique, tout est possible? Oui, tout est possible, surtout au Bénin. Tout est possible. On va évoquer la question relative aux législatives prochaines. Avec les nouvelles dispositions légales, 109 députés seront élus pour siéger au Parlement. Au nombre de ces 109 députés, 25 femmes. Et déjà, c'est la guerre des positionnements au niveau des chapelles politiques. Est-ce que c'est 25 ou 24 24 femmes. Ok, d'accord. Je crois que c'est la parade qu'on a trouvée pour sauver un peu l'image des femmes, puisque quand on fait le point depuis 91, on n'a jamais eu plus de 10. On n'a jamais eu même 10. Je crois qu'elle a tourné autour de 9 ou 8, le nombre de députés qu'on a. Et donc, on a essayé de concocter une loi qui permet au moins, pour la première fois, d'avoir minimum 24 députés, parce qu'on a dit, par circonscription électorale, il y aura au moins une femme. Mais dans le reste de l'eau, il peut y avoir d'autres femmes qui vont émerger. Bon, à défaut d'avoir, faute de grive, on mange des mails, à défaut d'avoir 50% de femmes députées, ce que les femmes ont toujours clamé, si on peut avoir 24 ou un peu plus de 24, je crois que c'est salutaire. Et moi, je n'ai rien contre cela. Et de plus en plus, on voit beaucoup de femmes qui s'engagent en politique. Chaque jour, elles font des actions et je crois qu'il faut les encourager. Si leur participation peut apporter un plus au débat parlementaire qui se fait. Parce qu'il ne s'agit pas aussi d'aller au Parlement, de porter de jolies robes, de faire les coiffures, les grandes coiffures, de s'asseoir pendant 4 ans et de rentrer pour dire j'ai été député. Il y a des femmes brillantes, intellectuelles. Oui, j'en ai connu qui ont fait 4 législatures au Bénin et je ne peux pas vous dire une seule fois où elles ont pris une fois la parole pour influencer le débat qui se met. N'empêche qu'il y a des femmes qui ont des compétences avérées. Oui, c'est ce que je dis, Lénaï. Il faut tenir compte de ça et positionner cette fois-ci les femmes pour qu'on puisse sentir que la voix de la femme porte dans le débat parlementaire. Il ne faut pas que des gens seulement qui vont faire démonstration de boubou et de jolies robes. On n'est plus à ce stade. Ça ne servira à rien. Les femmes politiques béninoises, plus chanceuses, non, c'est une avancée majeure qu'on a saluée en 2019 lors de la révision du code électoral. Et cette disposition qui a organisé un peu une discrimination positive à l'endroit de la femme. Le chef de l'État s'est personnellement investi pour que cette disposition soit constitutionnalisée. Donc c'est heureux que les femmes, dans la logique de la promotion, n'est-ce pas, du militantisme politique, qu'on ait pu leur aménager un peu cette disposition-là
un peu comme une parade pour pallier tant soit peu l'image, la représentativité des femmes au niveau des instances politiques. Mais je ne vois pas les femmes forcément militer au sein des formations politiques. Il y a des circonscriptions, certes, où on se dit a priori, c'est pas gagné d'avance, il y a beaucoup de femmes qui sortent la tête de l'eau, il y a beaucoup de circonscriptions, je ne vais pas citer de nom ici, où ça bataille dure, mais il y en a d'autres, on ne sent rien, c'est comme si... on va presque... Il y a toujours quelques lumières féminines dans toutes les localités. Bon, peut-être... Les directrices d'école, peut-être parce que quand j'entends un président d'une formation politique dire que nul ne pense avoir le titre foncier d'un fief ou d'une circonscription électorale, peut-être qu'on est en train d'envisager colporter des candidatures d'autres localités pour aller imposer à d'autres. Enfin, je ne sais jamais. Parce que je ne vois pas forcément les femmes de certaines circonscriptions électorales saisir cette opportunité, saisir cette chance unique qui vient de leur être offerte. Parce que d'une manière ou d'une autre, il ne faudrait pas qu'on fasse regretter cet élan de promotion de la femme, de représentativité de la femme au niveau des instances politiques. Parce qu'il faut que les femmes militent. Sans militer, on ne peut pas vous forcer à devenir député. Là, on serait carrément passé à côté de la réforme, de la psychologie, de la philosophie même de cette réforme-là. Donc il faudrait qu'elles militent, qu'elles aient un parcours militant, qu'on les voit dans les combats politiques, pour que, bon, lorsqu'elles seront élues parlementaires, on les voit véritablement à l'œuvre. Ce qui s'est passé pendant longtemps, il y en a, on a vu des femmes qui ont un mandat parlementaire, ils ont été 3 fois à l'Assemblée, mais on ne les a jamais vues prendre la parole, sinon que c'est pour lever les petits doigts, pour voter des lois. C'est ça. Pour voter des lois, sont capables même de livrer une interview, de faire des propositions, de porter même la voix de leur mandat à l'hémicycle. C'est dommage. Et je pense qu'avec les réformes qui sont en cours, avec le renouvellement du personnel politique qui est clairement affiché aujourd'hui, on espère qu'il y aura une Assemblée nationale beaucoup plus animée et que la voix féminine va réellement porter dans les débats politiques. Patrice Talon se fait l'avocat défenseur des femmes. La balle est désormais dans le camp des femmes. On a vu un monument érigé en leur honneur. Le poste de vice-président de la République est occupé par une femme. En politique, c'est une discrimination positive en leur faveur. On l'a récemment remarqué aussi, observé au niveau des postes de SE dans les mairies. Maintenant, c'est le Parlement. Oui, je crois que, comme tu l'as dit, Lénaïque, le chef d'État a fait de son mieux. Mais, en tout cas, il a fait évoluer les débats sur le genre au Bénin, le genre politique au Bénin. Et c'est à son actif, il faut le saluer pour ça. C'est aux femmes de saisir l'opportunité qui s'offre à elles aujourd'hui, de ne pas dormir sous les lauriers. Et surtout, comme je le dis, et je crois que Gamé aussi l'a dit, qu'elles prouvent que ce n'est pas seulement qu'elles savent taper, chanter dans les métiers politiques, qui a de la matière grise, voilà. Et que le chef d'État puisse s'intéresser à leur matière grise qu'à autre chose. Pas que bétail électoral. Voilà. Prouver qu'elle a des compétences et qu'on peut compter sur eux. Et peut-être ça va amener à faire une prochaine loi pour augmenter encore le nombre. Peut-être de 24, on va passer à 48, et ainsi de suite. C'est ce qu'on nous souhaite. C'est ce que nous souhaite. Ouvrons à présent notre fenêtre sur le monde. C'est dans la rubrique Interactu. On reste avec vous, Marcel Zoumenou. Le dimanche 7 août dernier, c'était la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. À l'occasion, et plus précisément la veille, le président Alassane Ouattara a annoncé une série de mesures sociales en faveur des fonctionnaires. Oui, augmentation de salaire, je crois, indice salarial augmenté et beaucoup d'autres choses. Bon, je crois que c'est une réponse à la crise des denrées, à la crise de la flambée des prix que nous observons dans le monde depuis ces 2 dernières années, causées par d'abord les impacts du Covid. On dit du Covid ou de la Covid? Parce qu'il y a eu tout le débat de la Covid et la guerre en Ukraine. Donc je crois que c'est une bonne réponse à cette crise-là. Et moi, au-delà de ce que le président ivoirien a fait, j'aurais souhaité que beaucoup d'autres présidents lui emboîtent les pas et qu'on améliore les conditions de vie des travailleurs, mais aussi des citoyens en général. Et à ce niveau, je pense que c'était une bonne solution trouvée par le président, surtout que le tableau économique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui
paraît un peu rassurant sur le plan des progrès économiques et que le pays peut prendre le risque d'augmenter les salaires sans craindre quelque chose. Et donc pour moi, c'est une décision judicieuse. Kabengoubi, pour être plus précis, indemnité de logement assurée, revalorisation de la prime de transport et de l'allocation familiale, octroi d'une prime exceptionnelle en fin d'année et d'autres mesures en faveur des retraités ivoiriens. Oui, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires ivoiriens. Vous savez, avec ce qu'on endure depuis bientôt 3 ou 4 ans, avec l'avènement de la Covid-19, à laquelle s'est greffée la guerre russo-ukrainienne qui a induit la cherté généralisée des prix. Aucun pays n'a été épargné, les travailleurs particulièrement avec le maigre salaire qu'ils gagnent. Bon, je ne veux pas dire que la Côte d'Ivoire c'est le même exemple que le Bénin, c'est deux paliers totalement différents. Si on doit faire une analyse, une étude comparative des situations de ces deux pays, mais toujours est-il que chacun a vu son pouvoir d'achat totalement affaibli. Le panier de la ménagère s'est aménagé. C'est heureux que le gouvernement ait pu décliner cette vision sociale-là. Je pense que c'est salué de part et d'autre. C'est beaucoup de milliards, c'est vrai, mais c'est en quelque sorte la prospérité partagée aussi, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'indice progression, les opportunités au plan économique, ça n'a rien de comparable par rapport à ce qui se fait chez nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts par ici. Les Béninois pourraient nourrir l'envie également de voir, mais pourquoi ce n'est pas fait ici? Il faut dire que beaucoup d'efforts sont faits ici également. Toutes ces mesures pratiquement où le gouvernement ivoirien a également injecté assez de milliards, on parle de 227 milliards injectés pour juguler les effets de la flambée des prix liés à la crise russo-ukrainienne, tout ça. Le Bénin également, le gouvernement a pris l'enjeu de la situation depuis plusieurs mois en subventionnant un certain nombre de produits pour pouvoir faciliter leur accès aux citoyens béninois. Donc, il y a en avril dernier, le chef de l'État a rencontré les syndicalistes pour voir les modalités de la révalorisation salariale. Je pense qu'il a promis une deadline qui, d'ici fin novembre, on va espérer justement que les conditions soient plus aménagées pour que cette ambition déclinée par le chef de l'État et qu'il a confirmé à plusieurs reprises puisse s'opérationnaliser pour le bonheur des fonctionnaires et des travailleurs. Entre autres, un clin d'œil de Ouattara pour se faire pardonner pour le 3e mandat. Non, je crois que aucune action sociale ne peut gommer ce que moi je prends pour une non, en politique, tout est possible, surtout que Gbagbo aujourd'hui, les dérives totalitaires que nous observons, aucune action sociale ne peut gommer ça. Et peut-être qu'il veut bien finir son 3e mandat pour laisser de bons souvenirs, mais dire qu'on fera cela pour oublier ce qui avait été fait, je ne crois pas. Et je crois qu'aucun Ivoirien, en tout cas sous réserve, ne se dit pour croire cela. Toujours à l'international, aux États-Unis, le domicile de Donald Trump, situé en Floride, a été perquisitionné au cours de cette semaine. L'ex-président américain aurait emporté avec lui des documents officiels de la Maison-Blanche. Oui, ça c'est des débats, ce qu'on appelle secret d'État et tout ce que vous voyez. Donc, un pays aussi sérieux que les États-Unis, qui est quand même une superpuissance militaire et qui est beaucoup plus regardant sur certaines choses que nos petits pays, ne peut pas tolérer que cela arrive. Et donc, c'est tout à fait normal et que sa maison soit perquisitionnée. C'est des choses qui sont rares en Afrique, mais dans un contexte occidental, c'est dans l'ordre banal des choses. La justice peut perquisitionner sa maison. Je crois qu'il lui-même a été écouté à ce que il a appris et qu'il a refusé de parler. Bon, c'est ce que il dénonce un complot politique. Non, vous savez, c'est pas forcément politique. Donald Trump, c'est un État qui est sérieux et la justice est vraiment indépendante et fait son travail. Et puis sur Donald Trump, il y a beaucoup de dossiers. Il y a un dossier du Capitole, il y a plein de choses. Et donc, en dehors de ça, on parle des lettres de Barack Obama et puis du leader nord-coréen Kim Jong-un et tout, qu'il aurait emporté avec lui. Oui, c'est-à-dire que
c'est quelqu'un déjà dont la gouvernance a été émaillée par une série de conflits politico-judiciaires. C'est quelqu'un qui a beaucoup de démêlés avec la justice. Au début, même quand moi j'ai appris que sa domicile a été perquisitionné, je me suis dit c'est certainement l'un de ces dossiers, dans le cadre de l'un de ces dossiers-là où il y a eu beaucoup de soucis et autres là. Mais bon, quand j'ai appris que c'est beaucoup plus sensible, je me dis, c'est quand même donnant, comme je n'ai pas douté un seul instant qu'il soit capable de faire quelque chose comme ça, quelqu'un qui donne des consignes en plein processus électoral à des militants d'aller vandaliser presque le joyau, le symbole de la démocratie américaine, le Capitole. Je me dis, celui-là, il ne voulait pas laisser le pouvoir et ça a déteint un peu l'image de la démocratie qu'a toujours reflété les États-Unis qui est considéré comme la plus vieille démocratie au monde. Donc, Donald Trump aujourd'hui, il a intérêt quand même à collaborer pour que on puisse gérer cette affaire-là en douce pour lui éviter des ennuis judiciaires parce qu'il aurait été l'un de ses rares présidents peut-être à faire la prison après son mandat à la tête du pays. Donald Trump, un homme politique atypique? Oui, atypique. De plus en plus, ces 20 dernières années, on trouve des profils comme ça. Oui, Bolsonaro au Brésil, c'est un homme. Ils sont dans le populisme. Ils veulent briser les règles établies dans les républiques. Ils fonctionnent selon eux. Mais je crois qu'il faut beaucoup plus de verrous autour de ces gens de personnalités politiques pour que même s'ils arrivent à des postes de responsabilité, qu'ils n'aient pas la possibilité de faire tout ce qui leur passe par la tête, sinon ça puisse déstabiliser leurs États, les États qui dirigent. Donc je crois que c'est des personnages qu'on trouve de temps en temps dans certains pays, ça arrive, et on fait avec. Mais le problème de Donald Trump aujourd'hui est un peu sérieux pour les États-Unis. C'est un problème pour la démocratie parce qu'il a réussi à mettre dans la tête de millions d'Américains que les dernières élections, que c'est lui qui a gagné. Il y a beaucoup d'Américains qui croient ça. Et donc, pour un pays qui a un système qui est vieux de plus de 200 ans, arriver à faire croire cela à des citoyens, je pense que c'est vraiment un problème pour le pays. Il faut qu'ils aient le courage de régler ce problème. Oui, c'est bizarre parce qu'en son temps, contre Hillary Clinton, si ce n'est pas le système des grands électeurs, si on doit compter, si c'est un système similaire au nôtre, le vote populaire, donc il aurait perdu les élections. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il a entretenu vraiment ce bras de fer-là, inutile hein, qui a... Inutile et pratiquement inédit. Franchement, c'est ridicule. C'est vrai qu'au temps d'Al Gore, il y a eu entre George Bush, Bush fils, je crois. Oui, il y a en 2001, 2002. Entre Bush et depuis, c'est un système quand même où tout est clair avec les États, où lui, personnellement, il ne sait pas s'il a des problèmes personnels avec l'actuel président Joe Biden, mais on a vu la tirer inutilement. Et ça, il est allé jusqu'à demander à ses partisans de rentrer dans les rues, tout ça, de contester. C'est triste pour l'image des États-Unis. Bon, ces hommes, on en trouve de temps en temps. Oui, ça la nature est si faite. On n'a pas le choix. Ça permettra au peuple américain de savoir désormais faire le bon casting, de savoir à qui est-ce qu'il faut confier ces gens de responsabilité. L'assaut du Capitole, il doit en répondre devant la justice. Oui, il finira par répondre parce que dans le premier temps, il risquait une poursuite, mais la procédure a été bloquée au Sénat au dernier moment. Mais il y a une autre procédure par rapport toujours au même dossier contre lui. Et je crois qu'il finira par répondre. Les États-Unis, je crois, ne vont pas laisser passer facilement un dossier aussi sensible. Sinon, d'autres cas vont se répéter. Dernière ligne droite de cette émission, les potins de la toile. Gabin Goubi buzz sur la toile. La célébrissime chanteuse Aya Nakamura et son compagnon ont été placés en garde à vue après cette bagarrée. Ils ont été libérés par la suite et seront jugés en novembre prochain. C'est triste, après peut-être 2 ans de vie commune, hein, où on a vu les raisons. Il paraît que c'est une affaire de jalousie, d'infidélité, où on a vu Aya Nakamura avec 2 anciens amis. C'est ça qui a été à la base des violences conjugales qui ont été réciproques. Il paraît qu'ils se sont rendus des coups. Son mari l'aurait menacé, qui était avec une arme, donc ça lui a coûté quelques heures de garde à vue avant d'être libéré, mise en liberté conditionnelle pour
novembre prochain. C'est triste pour l'image de cet artiste-là. Et c'est quand même bizarre. Moi, ça ne m'étonne pas outre mesure parce que Aya Nakamura a accouché d'une fille, je crois, récemment, en janvier dernier. Et déjà, elle a commencé son buzz avec des habillements assez osés. Hein. Elle est de nationalité ivoirienne, d'origine malienne, si je peux dire. Mais ça ne ressemble pas trop à l'Afrique. Même si vous êtes star, je pense qu'il faut contrôler votre style vestimentaire. Vous n'avez pas besoin de faire de buzz avec un habillement assez osé, surtout qu'elle est nourrice, elle a accouché seulement en janvier et déjà se mêler dans ce genre de scandale-là. Moi, je n'ai rien contre elle, mais je me dis, a priori, son comportement ne donne pas une certaine fierté même à son pays. Je pense qu'il faut éviter ce genre de choses. C'est dommage. Espérons qu'il y ait une bonne piste de sortie parce que déjà, elle a déjà un autre enfant avec un certain Niska, issu de son premier mariage. Elle a un enfant maintenant avec son producteur qui est devenu son compagnon. Peut-être qu'il court là vers le divorce et elle va continuer sa vie avec un autre homme, tout ça. Ça, ce n'est pas trop bien pour l'image de l'artiste qu'elle est. Marcel Zoumenou, chose curieuse, c'est le couple même qui a fait appel à la police à la suite d'une discussion devenue houleuse. Bon, et Gabin disait que ça ne fait pas bien l'image de l'artiste. Bon, moi, j'ai l'impression que dans ce monde des artistes, ce genre de pratique, c'est dans l'ordre normal des choses qu'une artiste divorce 50 fois en une année, ou bien autant d'années de mariage, autant de divorces. C'est pas la première fois que j'entends ça, c'est pas la première fois que j'entends aussi qu'elle se mette nue. Les seules choses qu'on n'a pas encore vues, c'est peut-être totalement nue, mais Gabin, Lénaïque, vous et moi, on a vu plein d'images sur nos portables de ces stars américaines ou d'ailleurs qui se mettent presque nues. Et donc, j'ai l'impression que c'est leur monde qui est ainsi. J'ai l'impression de dire que c'est une sorte de format dans lequel ils ont fini par nous mettre, nous, les auditeurs ou bien les consommateurs. Mais justement, ça adresser le lien à son infidélité présumée. Et puis, voilà, non, infidélité aussi, ça fait partie de leur vie. J'ai l'impression de dire que c'est courant chez eux. C'est un monde atypique, là. Voilà, c'est un monde vraiment atypique. Et tout ce que vous dites sur elle, la seule chose qu'on peut dire, c'est ce que tu as dit, c'est qu'elle, au moins, elle est d'origine africaine, d'un pays reconnu comme un pays majoritairement musulman conservateur. Elle vit en Occident. Oui, elle vit peut-être qu'elle est influencée par tout ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on sorte de ce formalisme culturel. Il faut qu'on sorte de ce... comment il va dire, de ces prêt-à-porter culturel où, quand on dit artiste, c'est le monde de tout ce qui est mauvais, l'infidélité, les débauches, les divorces et les mariages ne peuvent en finir. Il y a une qui nous montrait tout le temps son ventre tout récemment, Rihanna, je crois qu'elle a fini par accoucher. On a tellement vu le ventre que je demande finalement, est-ce qu'on aura la chance de voir ça? Donc, c'est ce monde du nu et il paraît que... Ça a été la grossesse la plus célèbre. Vraiment. Et il paraît que le nu est le plus vendu aujourd'hui. Malheureusement. La chose la plus vendue aujourd'hui dans le monde. Je crois que il faut quand même que... Mais il faut vendre plutôt le talent. C'est là le paradoxe parce que moi je me dis... On puisse corriger cet art-là du monde des artistes. Moi, je ne me retrouve pas dedans. C'est vrai qu'on est obligé, ça nous vient dessus comme ça, on nous impose à consommer ça, mais il faudrait qu'on puisse changer les choses parce que le monde ne sera pas que le monde des artistes. Non, heureusement qu'il y a Damania et Frasque, ça rime ensemble. Oui, mais heureusement qu'il y a quelques exceptions dans le lot. Hein. Oui. Il faut travailler quand même à vendre votre talent, à vous rendre célèbre par ce que vous faites, plutôt que de s'illustrer de façon... Elle n'est pas moins célèbre. Elle est célèbre déjà, mais est-ce qu'elle a besoin, n'est-ce pas, comme on le dit, de s'illustrer dans ses travers, dans ses comportements qui n'en ont pas? Parce que ce qui gêne dedans, c'est qu'elle a une partie, elle est originaire de l'Afrique, même si aujourd'hui elle a la nationalité française. Je pense que ça ne nous ressemble pas. Le continent noir n'est pas
continent de la débauche où on s'illustre dans des comportements peu recommandables. Ce n'est pas bien pour nous. Donc je pense que c'est notre sœur. Ça se chamaille beaucoup dans les couples d'artistes. Elle est chanteuse, son compagnon est son producteur. Oui, c'est comme ça, souvent ça finit. Bon, c'est triste hein, que l'univers, comme l'a décrit Marcel, soit un univers comme ça, mais je pense qu'il y a toujours des exceptions dans le lot. Et moi, j'estime que Aya Nakamura, compte tenu de ses origines africaines, devrait en principe faire partie de ces exceptions-là. Merci à vous. Merci, c'est moi qui... Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle rapidement, j'ai reçu Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci. Avec nous également, c'était Marcel Zoumenou, rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Tribune. Un petit rectificatif, je suis sur le directeur de publication depuis la reprise. Ah, ça, félicitations alors. Je m'en doutais d'ailleurs. Merci, heureux de vous retrouver dans le monde. Ça nous a manqué à nous tous. Ah oui, ça va s'arranger. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Prenez le rendez-vous de la rediffusion pour le mardi à 22h30. À dimanche prochain.